Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, maire Les Républicains de Meaux. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ryan, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. On va évidemment parler de la réforme des retraites et de cette mobilisation hier, mobilisation importante. C'est la plus forte des 6 journées de mobilisation. 2 autres sont d'ores et déjà prévues. Est-ce que le gouvernement doit bouger sous peine de voir le mouvement se radicaliser ? Et il a beaucoup bougé le gouvernement parce qu'en réalité, entre l'ambition initiale de 17 milliards d'euros d'économies, dont on peut penser que c'était quand même la manière de pérenniser une réforme et de ne pas obliger encore à en refaire une dans 3 ans, il a beaucoup reculé. Ça va être le cas là ? Je crains que malheureusement le compte n'y soit pas. Enfin bon, maintenant ça y est, c'est parti. On va pas s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de concessions de fait très tôt. Donc du coup, il y a plus grand chose à proposer pour permettre à chacun de sauver la face. Ce que demandent les manifestants et les syndicats, c'est la fin des 64 ans, de suspendre le report de l'âge de départ. Ça ne m'a pas échappé, mais on peut aussi prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire regarder la réalité des choses, et plutôt que de dire on ne veut pas de la date butoir de 64 ans, considérer les chiffres et se dire que si on le fait, c'est pas par plaisir, c'est tout simplement parce que sinon c'est nos enfants qui n'auront pas de quoi avoir de financement de retraite. C'est quand même pas un débat anecdotique compte tenu de l'évolution démographique. Si vous ajoutez à cela le fait que dans tous les pays européens, tous sans exception, l'âge de départ à la retraite, je parle des pays européens, je parle pas d'autres pays du monde, on est entre 65 et 67 ans, passer à 64 ans nous met encore les derniers en Europe. C'est pas par hasard. Donc malgré les plus de millions de personnes dans la rue, il faut pas toucher à ça. Mais vous savez, l'indicateur, c'est pas le nombre de gens dans la rue, c'est le nombre de grévistes. Parce qu'en réalité, on sait bien que tous les gens qui sont dans la rue sont des gens qui sont en grève le jour où ils manifestent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir l'indicateur du nombre de gens qui font la grève, parce qu'on n'est pas payé pendant la grève. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une baisse assez significative partout par rapport au pic du 19 janvier. Donc moi, j'ai quand même le sentiment... Sauf chez EDF. Oui, à l'exception de tel ou tel service, mais globalement, il y a une baisse très forte. À Meaux, par exemple, c'est quasiment moitié moins dans les personnels de la mairie de Meaux. Donc je vois bien quand même que derrière tout ça, il y a une sorte de fatalisme quand même. Bien sûr que les gens, ils sont contre. On a compris qu'ils étaient contre. Ou plus exactement, ils savent très bien ce qu'est la réalité de cette réforme, mais ça les énerve parce qu'ils n'ont pas envie de ça, et pour plein de raisons qu'on pourrait développer, mais peu importe. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que cette réforme, elle doit passer maintenant, parce qu'on est allé trop loin, et quelque part trop loin dans le sens de la nécessité de la faire. Donc il ne faut pas reculer. C'est l'intérêt de la France. L'intersyndicale, hier soir, a demandé à être reçu par Emmanuel Macron. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Est-ce qu'il doit le faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est normal de ne pas l'avoir fait ? Moi, je trouve qu'il devrait le faire. D'abord, parce que quand on est président de la République, on ne doit jamais refuser de recevoir des gens qui vous demandent audience. C'est le principe même de la démocratie et du rapport très complexe et en même temps très, très particulier entre le président de la République et l'ensemble de ses concitoyens, ou de ce qu'on appelle, pour aller vite, les corps constitués, et notamment les partenaires sociaux. Donc je pense que c'est important de les recevoir, y compris avec une position ferme, mais au moins dialoguer. Vous trouvez normal qu'il ne l'ait pas fait jusqu'à présent ? Moi, j'ai pas de commentaire à faire. Je pense en tout cas que ce serait bien qu'il le fasse maintenant. Pas pour céder, c'est pas le sujet, mais pour les entendre et puis peut-être aussi pour essayer de les convaincre. Est-ce que vous disiez que finalement le compte n'y était pas sur cette réforme, qu'on avait beaucoup cédé financièrement ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme vaut encore le coup de mettre autant de personnes dans la rue la semaine prochaine et de continuer sur des journées de grève dont on le sait que même si elles sont de moins en moins importantes, comme vous le dites, vont continuer encore quelques temps ? Oui, évidemment qu'il faut tenir. Il faut tenir d'abord parce qu'il y a quand même une réforme. Le passage à 64 ans, c'est très important quand même. Deuxièmement, parce que il y a un certain nombre d'avancées qui sont prévues, notamment pour les petites retraites. Il y a un progrès qui est en train d'être accompli pour l'égalité des droits des femmes, même si c'est pas encore complet. Je vois bien qu'il y a un effort qui est fait, et tant mieux. Il y a enfin une décision qui a été prise sur les régimes spéciaux. Bon, la date, enfin, même si c'est ce qu'on appelle, d'un terme bizarre, la clause du grand-père, c'est-à-dire pour les nouveaux entrants, mais enfin, au moins, il y a eu cette marche qui est franchie. Donc, il faut faire sauter cette clause du grand-père, parce que Bruno Retailleau lui dit qu'il faut accélérer la suppression. Il a raison. Mais enfin, il y a au moins ce cliquet-là. Alors, on reculera pas. Bon.
Enfin, voilà. Donc pour toutes ces raisons... Mais pour vous, il faut accélérer. Lui, il dit 2040, 64 ans. Il a totalement raison. Mais Bruno Retailleau a totalement raison. Encore une fois, c'est incompréhensible pour les autres pays européens. Il y va de la crédibilité de la France. Enfin, on n'est pas une île. La France, c'est un des pays membres de l'Union européenne, les plus importants du point de vue d'ailleurs démographique. On est regardé par les autres pays d'Europe. On ne peut pas simplement se dire on s'en fiche, après nous le déluge, etc. Donc, le gouvernement manque de courage sur cette question des régimes spéciaux ? Écoutez, il la rafraîchisse pas. C'est déjà pas mal. La droite l'a pas fait. Donc franchement, faisons preuve un peu d'humilité. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de recul. Le compte n'y est pas complètement parce qu'il fallait 17 milliards d'économies et qu'on est maintenant à 13 milliards et que ça risque de descendre encore. Mais est-ce que c'est pas aussi la faute des LR ? Emmanuel Macron voulait 65, les LR ont plaidé pour 64. Emmanuel Macron voulait revaloriser les retraites des nouveaux retraités, les LR ont plaidé pour que ça soit une revalorisation de toutes les retraites. Est-ce que c'est pas la faute des LR s'il manque ? C'est pas la faute des LR, c'est qu'il y a eu des demandes qui ont été faites qui, à mon avis, n'étaient pas indispensables. Et le gouvernement, en plus, a fait le choix de céder à LR, ce qui est aimable, mais n'a pas empêché quelques LR de pas jouer le jeu quand même, mais dans le même temps, on aurait pensé que c'était pas mal que le gouvernement cède aux syndicats, c'était plus logique. Bon, comme ça, il y avait au moins une sorte de chacun sauvait la face. Bon, enfin, bref, ça c'est mal emmanché dès le début, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour vous ? Je pense qu'en réalité, il fallait procéder autrement, en fait. Je pense que dès le début de ce quinquennat, Emmanuel Macron aurait dû être beaucoup plus ouvert vis-à-vis de la droite républicaine et proposer vraiment de partager un certain nombre de responsabilités, parce qu'après tout, M. Macron, il n'a pas la majorité absolue, et il n'a jamais voulu l'entendre, mais c'est la réalité. Alors je sais bien que quand on est président de la République, quand on n'a jamais été député, jamais été maire, qu'on a été élu très jeune, qu'on est touché par la grâce, on pense que c'est pas grave les autres. Bon, mais si, quand même, on est dans une démocratie, donc ça aurait eu du sens. Mais LR voulait pas, la majorité. Et LR voulait pas, mais en même temps, il n'y a jamais eu de proposition, jamais eu de dialogue, jamais eu de rencontre. J'ai fait partie de ceux qui disaient, mais au moins, parlons-nous. C'est un échec total, personne n'a voulu parler à personne. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, mais donc c'était mal emmanché dès le début. Mais maintenant que nous en sommes là, je pense que LR se grandit en étant un des acteurs clés de cette réforme, et c'est le cas. Et chapeau aux sénateurs, parce qu'ils font un vrai travail, et je pense que ça c'est majeur, et on aura un rendez-vous sur l'immigration dans quelques semaines qui sera tout aussi important. Donc, encore une fois, maintenant, tout ça est structuré, et je pense qu'il faut que LR vote cette réforme. Parce que ne pas la voter, c'est être encore dans l'ambiguïté entre d'un côté l'extrême droite et l'extrême gauche, qui évidemment, eux, sont dans une logique d'être opposés à tout pour déstabiliser le pays, et des macronistes qui sont fragiles, mais qui appliquent un programme qu'on aurait dû appliquer. Donc, les manifestations vont vraisemblablement continuer. Emmanuel Macron ne va pas céder, en tous les cas, sur la mesure d'âge. Est-ce que vous ne craignez pas une radicalisation du mouvement dans les prochaines semaines? C'est difficile de répondre, parce qu'une radicalisation, c'est toujours possible. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de violence dans les manifestations. Hier, il y en a eu. Est-ce que ça vous inquiète? D'abord, il faut savoir une chose. La radicalisation, c'est toujours le fait d'une minorité. Cette minorité, ce qui marque la radicalisation, c'est le fait qu'elle porte atteinte à l'ordre public. Et donc, ça n'est plus un sujet économique et social, c'est un sujet d'ordre public et d'autorité de la République. Donc là, on passe du coup dans ce qui relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. Et il est évident que s'il devait y avoir des blocages massifs sur les routes, les ronds-points, les autoroutes, les dépôts de carburant, et que c'était les enjeux stratégiques du pays qui étaient en cause, il faudra, et s'il ne le fait pas, ce serait une grave faute, qu'Emmanuel Macron fasse preuve de fermeté. Bon, c'est-à-dire lever les blocages. Mais dans l'hypothèse de ce que vous évoquez, c'est-à-dire d'une radicalisation par une minorité. Bon, mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est pas ça. Ce qui prévaut, c'est une baisse du taux de grévistes. Bon, et c'est pour moi le marqueur le plus important. C'est d'autre part le fait qu'il y a des manifestants nombreux, et c'est normal. Ceux qui font grève, ils vont plutôt manifester, et c'est logique. Après, une fois qu'on a dit tout ça, moi, mon sentiment, c'est que les Français sont pas du tout contents de cette réforme, on l'a bien vu, mais je pense que ils sont en train de passer à autre chose, au fond d'eux. Je parle des Français tout court. Beaucoup d'entre eux se disent, bon, de toute façon, c'est un peu inévitable, le gouvernement lâchera pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a quand même été élu là-dessus dans son programme. Ça nous énerve, mais on comprend bien que quelque part, il va falloir le faire. Il y a une sorte de conscience que de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres choix quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays. Donc vous ne croyez pas une mobilisation qui s'enquille? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord parce qu'en plus, il y a quand même d'autres préoccupations pour les Français. Il y a un sujet de pouvoir d'achat quand même majeur. Il y a quand même un sujet géopolitique qui est omniprésent, qui est la guerre en Ukraine. Et qu'on le veuille ou non, ça a des résonances, y compris dans nos vies quotidiennes, du point de vue psychologique aussi. Tout ça, à mon avis, dépasse le seul sujet des retraites. Mais par exemple, les raffineries sont bloquées aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir, si ça perdure, réquisitionner, par exemple? On verra bien, une étape après l'autre. Moi, je pense qu'à ce stade, c'est pas le sujet majeur. D'abord,
d'abord, un dépôt de carburant à une raffinerie, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, notre point aujourd'hui, il est de voir l'état des lieux. Si c'est une journée, 2 journées, la France peut le supporter. Si on rentre dans autre chose, à ce moment-là, il appartiendra au président de la République de prendre ses responsabilités en matière d'ordre public. Sur ce qui s'est passé cette nuit au Sénat, les sénateurs qui examinent donc l'article 7 sur le report de l'âge de départ, la gauche a quitté l'hémicycle en raison de la volonté de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher d'accélérer les débats parce qu'eux veulent arriver au bout du texte. Vous partagez cette volonté ? Vous savez, c'est toujours pareil. Enfin, moi, j'ai été ministre des Relations avec le Parlement, j'ai été parlementaire, je connais toutes ces chansons-là par cœur. À chaque fois, on a l'impression que c'est unique, inédit, qu'on n'avait jamais vu ça avant. C'est toujours pareil. La plupart du temps, c'est la conséquence de ce qu'on appelle l'obstruction. C'est-à-dire que quand un groupe parlementaire dépose 1000 amendements, 2000 amendements, je suis désolé de le dire, vous les feuilletez les amendements, vous comprenez que 80% d'entre eux sont stupides. Bon, et ils ne sont faits que pour retarder. Par contre, vous avez des amendements structurants, majeurs, qui peuvent faire évoluer les choses et qui peuvent être l'objet d'un vrai débat. Mais l'essentiel, c'est pour faire durer. Donc la logique, c'est que d'un côté, les oppositions obstruent, avec des amendements stupides, et de l'autre, la majorité dit, bon, écoutez, on a passé le cap, on s'en est tapé un certain nombre idiots, donc maintenant, on va passer à l'essentiel, et donc, on balaye ces amendements pour aller à l'essentiel. C'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. C'est une invention de la Ve République, du général de Gaulle, que pour ma part, je trouve excellente, parce que sous la Troisième et la Quatrième République, on a dévoyé le système parlementaire, au détriment, d'ailleurs, des parlementaires eux-mêmes qui offrent une mauvaise image aux citoyens. Vous ne craignez pas que ça jette un peu de l'huile sur le feu, justement, au niveau de l'opinion publique, d'accélérer comme ça artificiellement les débats ? Vous savez, les gens, ils ne sont pas idiots, ils voient bien que ça dure des semaines et des semaines, ils pensaient même pour certains que c'était déjà voté, donc c'est vous dire qu'on est loin de tout ça. Les subtilités de ce débat, aujourd'hui, honnêtement, parfois sont un peu cocasses, et pour les Français, ce n'est pas leur priorité du tout. Mais non, mais vous le dites, vous avez été ministre des Relations avec le Parlement. Est-ce que le gouvernement a fait une erreur de limiter le temps de débat sur cette réforme structurelle ? Pourquoi il aurait fait une erreur ? Il n'a fait aucune erreur. D'abord, la Constitution le permet, et heureusement qu'il l'a fait. Moi, je me souviens d'avoir eu les mêmes sujets au moment de la réforme des retraites en 2003. Je parle de ça, c'était il y a très très longtemps, mais c'était déjà le même scénario. Le PC et le PS, à l'époque, avaient déposé des milliers d'amendements, tous plus crétins les uns que les autres, uniquement pour faire durer. Donc, il y a un moment, on a dit, bon, écoutez, tout ça, c'est bien gentil, mais on va utiliser les outils de la Constitution pour raccourcir le temps de discussion. Et depuis, on a imaginé, d'ailleurs, depuis cette période, d'autres outils pour justement aller à l'essentiel. Beaucoup de parlementaires pensent qu'un débat est réussi parce qu'on y a passé beaucoup de temps à débattre de choses qui ne sont pas le fond du sujet. Je pense l'inverse. Je pense qu'un grand débat sur un temps contrôlé, mais où chacun a le temps de s'exprimer et de dire les choses, est infiniment plus intéressant pour l'opinion publique. Quel regard vous avez porté sur ce qui s'est passé cette nuit au Sénat ? Mais c'est classique, c'est un cinéma. Ça abîme l'image du Parlement pour vous ? Oui et non. Vous savez, je pense que le Sénat, en ce moment, donne une meilleure image que l'Assemblée nationale. Nous avons des sénateurs qui travaillent, d'ailleurs à la majorité comme dans l'opposition, qui font des choses assez raisonnées, chacun avec leurs arguments. Enfin, ça n'a rien à voir avec le spectacle lamentable de l'Assemblée nationale, où véritablement nous voyons d'un côté des députés d'extrême gauche qui en réalité salissent l'image du Parlement, avec des comportements qui sont inadmissibles, aussi bien d'ailleurs dans certaines tenues vestimentaires de t-shirt ou de jeans troués que sur le fond, avec des propos insultants qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on doit se faire d'une des institutions de ce pays, quand même. Pour que le texte soit voté avant dimanche soir minuit, Gérard Larcher va peut-être devoir utiliser le vote bloqué. C'est un bon scénario pour vous ? Ce serait un choix judicieux ? Écoutez, je pense que l'objectif est que ce texte soit voté au Sénat. Il n'a pas été à l'Assemblée à cause de l'obstruction. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'il soit voté au Sénat ? Réfléchissons ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un texte de cette nature soit voté ? Est-ce qu'il va être rediscuté à l'Assemblée après ? Non. D'abord, il y a une commission mixte paritaire. L'Assemblée, de toute façon, aura à se prononcer pour ou contre, mais vous comprenez bien que derrière, ce sera l'article 49.3 si jamais il n'y a pas de majorité pour le voter. C'est pour ça, d'ailleurs, je souhaite... non, pour ça que j'espère que les députés LR voteront ce texte en nombre suffisant pour le faire. Mais encore une fois, il est capital qu'un texte de cette importance soit voté par le Sénat, et puis après... par l'Assemblée nationale. Enfin, c'est le vote qui caractérise la décision. Parce que c'est le moment où chacun dit oui ou non. Sauf qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de députés LR qui le votent pour que ça passe. On verra bien. J'ose espérer quand même que les députés LR qui aujourd'hui marquent une opposition à ce texte comprendront que leur positionnement personnel
est contradictoire avec l'engagement de la famille politique à laquelle ils appartiennent et sur laquelle ils se sont fait élire. Est-ce qu'on peut les convaincre, y compris par la force? On voit Renaissance a dit ceux qui voteront contre ou s'abstiendront ou ne seront pas là seront exclus du groupe Renaissance. Est-ce que... Oh, ça, j'en sais rien, on verra bien. Mais vous savez... Éric Ciotti a dit non hier soir. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'exclusion même en cas de vote contre. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas fan des exclusions. Quand j'ai exercé des fonctions, aussi bien comme président de groupe d'ailleurs que comme président de parti, je n'ai jamais voulu exclure pour des positions de vote comme celle-là. On peut le faire quand il y a des positions qui sont contraires au principe de la République. Enfin là, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a une certaine liberté de vote quand même. Mais je pense en revanche que il y a une logique, il y a quand même un impératif de cohérence quand même. Quand on est élu dans une famille politique, d'abord on doit son investiture à sa famille politique quand même. J'entends certains amis LR dire on s'en fiche du parti, on est député, on fait ce qu'on veut. Ben ouais, enfin rappelle-toi quand même que tu es investi, que tu as une étiquette qui te permet d'être élu. C'est pas uniquement ta tête et ce que tu racontes, c'est aussi parce que tu appartiens à une famille politique. Sinon, t'es pas élu. D'ailleurs, les gens sans étiquette à l'Assemblée nationale, quand ils sont candidats, ils sont pas élus. Donc, il faut quand même se rappeler de tout ça. Donc, le parti, c'est celui qui donne des cadres. Il manque de loyauté. Aurélien Pradier, clairement, puisque c'est de lui dont on parle, il manque de loyauté. Mais pas que lui. Enfin, il ne faut pas se fixer sur Aurélien, mais ils sont proches ou pas proches. Il y a toute une série de députés, y compris proches de Xavier Bertrand, y compris très proches de Laurent Wauquiez, qui considèrent qu'ils n'ont pas voté ce texte. Bon, moi je pense que le faisant, ils mettent quand même leur famille politique en difficulté parce que vis-à-vis des Français, vous parliez de l'image tout à l'heure, moi je pense que c'est très important que LR reste un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement, c'est un parti qui prend des décisions qui peuvent être difficiles, qui peuvent être contraires à l'opinion du pays, qui peuvent être impopulaires, mais qui sont nécessaires pour l'avenir de la France. Vous citiez Laurent Wauquiez, il s'est très peu exprimé sur cette réforme. Est-ce qu'il doit le faire plus fortement, justement, pour donner un cap? Moi, c'est pas à moi de dire ce qu'il doit faire. Enfin, en tout cas, il s'est pas exprimé. Vous comprenez son silence? Je comprends rien du tout, moi. Donc il devrait parler pour vous? Je sais pas, enfin, c'est à lui de le décider. Enfin, moi, personnellement, je me suis exprimé, oui, très clairement. Comment vous l'expliquez? Mais je suis pas psychanalyste, moi. Ça relève de la psychanalyse pour vous ou ça relève de la psychanalyse pour vous ou ça relève de la politique? Ce silence. Mais c'est une matière très noble, la psychanalyse. C'est une matière majeure. C'est ce qui permet de comprendre l'esprit humain, sa complexité. C'est une matière passionnante et qui, en politique comme ailleurs, est extrêmement utile. L'avantage, c'est quand on a un peu d'expérience, on progresse dans cette matière-là aussi. Aurélien Pradier, puisqu'il s'agit de lui, rencontre ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, avec une conférence de presse à la sortie. C'est un problème pour vous? Je ne sais pas si c'est un problème, enfin, c'est un choix qui vient confirmer sa volonté de mettre en difficulté sa famille politique, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a encore sa place? Est-ce qu'à un moment, Éric Ciotti, alors il a démis de son poste de numéro 2, mais est-ce qu'il doit aller plus loin et exclure des Républicains? Je crois qu'en réalité, il y a le moment où quand on a ce type de comportement systématiquement hostile, on perd en crédibilité quand même. Voilà, je pense que c'est pas vis-à-vis d'un parti, c'est vis-à-vis d'abord de soi-même, et puis c'est vis-à-vis des gens tout court qui regardent tout ça, même des gens qui sont hostiles, ne peuvent pas se reconnaître dans ce type de démarche. C'est pas estimable parce qu'on voit bien que c'est un calcul. Et donc, je pense que c'est pas l'idée que je me fais de l'engagement politique. On peut être contre, on peut être rebelle. On l'a tous été d'ailleurs. D'ailleurs, Pradier dit tout à l'heure, mais vous l'avez été aussi. Oui, bien sûr. Mais en réalité, c'est pas le fait d'être rebelle ou d'être hostile ou d'être en différence. C'est le fait de choisir des combats dont on sait pertinemment qu'ils sont en contradiction totale avec notre philosophie politique. Mais moi, il m'est arrivé. C'est la droite populaire. Et que cette ligne, elle n'est pas incarnée. Mais c'est faux. Enfin, au nom de quoi est-il l'incarnation de la droite populaire en étant contre une réforme des retraites qui va protéger non seulement les plus modestes, mais les générations suivantes? Mais où a-t-il entendu ça? Depuis quand être issu d'un milieu modeste, comme c'est le cas de millions de Français, interdit à ces millions de Français de se préoccuper de l'avenir de leurs enfants? Enfin, c'est quand même dingue, ça. C'est ça qui ne va pas et qui n'est pas logique. Donc, en réalité, le problème n'est pas d'être en hostilité. J'ai été souvent en hostilité avec Sarkozy, mais je l'ai été sur des sujets dont je considère qu'à aucun moment je ne reniais mes convictions. Bien au contraire. Et lui, il est
quand j'ai, dans d'autres temps, imposé la loi d'interdiction de la burqa, je dis ça parce qu'on est le jour des droits des femmes, et comme vous le savez, c'était une atteinte majeure aux droits des femmes. J'avais contre moi l'hostilité avérée et de Fillon et de Sarkozy. Bon, et j'ai considéré qu'avec mes amis députés, nous allions imposer ça parce que c'était nos convictions profondes. Il y avait une logique à ça. Bon, donc c'est pas la même chose que d'être hostile à la réforme des retraites que nous préconisons à droite depuis toujours, sans l'avoir toujours faite d'ailleurs, ou imparfaitement. Donc là, on a une étape supplémentaire. Y être hostile, c'est incompréhensible pour les Français. Voilà. Est-ce que cette réforme à retraite va laisser des traces au sein de la famille des Républicains? Parce qu'on voit qu'il y a quand même eu 3 positions très différentes, celle d'Aurélien Pradié qu'on vient d'évoquer, celle d'Éric Ciotti qui a passé un deal avec le gouvernement, et celle des LR au Sénat qui ont pu passer des amendements qui ne convenaient pas au gouvernement. Comment on réconcilie cette famille? Non, mais pour moi, il n'y a pas 3... Non, parce qu'en réalité, il y a un alignement très fort entre la majorité sénatoriale, la direction de LR... Les CDI seniors, ça ne va pas laisser des traces pour vous? Non. Et les carrières longues? Non, mais attendez, il est normal qu'il y ait des nuances, qu'il y ait des idées un peu différentes. Non, pour moi, le vrai sujet, c'est entre ceux qui vont voter le texte et ceux qui ne vont pas le voter. Voilà, il n'y a pas 36, il ne faut pas en rajouter non plus. C'est là que ça se passe. Mais c'est un peu triste parce que dans cette période, qui est une période très dure pour la droite française, qui n'exerce plus le pouvoir national du fait des échecs successifs que nous connaissons depuis 2012, on n'a pas besoin de ça en plus quand même. On va parler un dernier mot sur la journée des droits des femmes. On le disait juste avant avec la sénatrice, vous êtes l'auteur-co-auteur d'une loi qui vise à imposer des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Cette loi a plus de 10 ans maintenant. Elisabeth Borne présente ce matin au Conseil des ministres un plan égalité hommes-femmes 2023-2027. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore loin sur l'égalité hommes-femmes? Ça dépend dans quel domaine. Vous faisiez allusion à la loi que nous avons fait adopter avec mon amie Marie-Jo Zimmermann, qui prévoit la parité dans les conseils d'administration des sociétés françaises. Nous étions à 8% de femmes, nous sommes aujourd'hui à la parité. Nous sommes premiers au monde dans ce domaine-là, et c'est la preuve que de temps en temps les quotas c'est quand même très bien, parce que c'est ce qui permet d'imposer des choses qui ne sont jamais naturelles pour les hommes. Nous sommes dans une société machiste, et donc évidemment qu'il fallait cette loi. Bon. Je pense que de la même manière, progresser pour les comités exécutifs ou les comités de direction des entreprises, c'est très bien. Après, il y a des choses qui vont quand même toujours pas. Je pense en particulier aux inégalités salariales dans le privé, qui n'existent pas dans le public, puisque, comme vous le savez, le statut de la fonction publique est de ce point de vue remarquablement républicain. Malheureusement, du côté du privé, on en est très loin. Donc là, ça, c'est pour le coup insupportable, et il faut continuer de se battre dans ce domaine. Et dans cette réforme des retraites aussi, les femmes... Alors, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle le Sénat a bien fait de militer pour justement rééquilibrer les choses, et c'est ce qui est en train de se faire avec ce fameux bonus que propose Bruno Retailleau. Tout ça me paraît vraiment tout à fait bien. Après, il y a encore beaucoup de combats à mener, et puis il y a ce que nous vivons en tant que mères, nous, au quotidien, à travers les violences intrafamiliales qui sont effroyables, sur lesquelles nous devons être extrêmement sévères, vigilants, organisés, aussi bien en répression qu'en prévention, et ce sont des sujets sur lesquels, bien sûr, il faut être très, très, très mobilisé. Merci Jean-François Copé. Merci beaucoup. Christelle, la une de la dépêche, c'est la mobilisation record à Toulouse. C'est-à-dire dans la dépêche. 120 000 manifestants contre 80 000 le 31 janvier. Et on va en parler dans le club avec Éric Berger. Merci beaucoup. À Meaux, comme dans beaucoup de villes, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Nous organisons un grand forum pour les femmes dans le domaine professionnel, mais aussi citoyen. Et je pense qu'on ne dit pas assez tout ce qui est fait dans les mairies en ce 8 mars pour les droits des femmes. Et vous l'avez rappelé, au moins pour la mairie de Meaux. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir été notre invité.